Mon invité aujourd'hui, c'est Claude Renard. La mobilité électrique, c'est un vrai sujet de souveraineté au niveau énergétique. Donc on était à 28 000 points de recharge. 2020. 2026. On frôle les 200 000. C'est pas un sujet écologique, c'est un sujet de santé publique. C'est un sujet de santé publique 100%. L'objectif de ces zones à faible émission, c'est restreindre la circulation des véhicules les plus polluants pour améliorer la qualité de l'air. Il y a plus de stations de recharge rapide en France que de stations essence. Oui. Depuis 2023, 100% des aires de service sont équipées de stations de recharge haute puissance. La première motivation des entreprises pour passer à l'électrique, c'est un sujet économique. Bien sûr. Mon invité aujourd'hui, c'est Claude Renard, ingénieur de formation et haut fonctionnaire de métier. Il est passé par la Défense et la Direction Générale de l'Armement avant de rejoindre le ministère du Redressement Productif aux côtés d'Arnaud Montebourg. En 2020, on l'appelle au ministère de la Transition écologique pour lui confier un dossier qui n'existait alors quasiment pas, déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques sur tout le territoire français. En 2023, un autre dossier vient sur son bureau, celui des ZFE. Il devient alors coordinateur interministériel national du déploiement des bornes de recharge, mais également de la mise en application des zones à faible émission. Claude Renard, bonjour et bienvenue dans Changement de vitesse. Bonjour Yann. Claude, on se connaît depuis d'assez nombreuses années maintenant, bizarrement. On s'est croisés sur de très nombreux événements. Tu as été présent dans plusieurs événements qu'on a organisés aussi avec Mobility Makers, etc. Tu as ce côté haut fonctionnaire, mais en même temps très accessible, et on a toujours pu beaucoup échanger avec toi. Est-ce que tu penses que ça vient de ton côté ingénieur qui essaye juste de résoudre des problèmes de manière efficace ? Non, je pense que ça vient peut-être de mon parcours, qui était d'abord en région. Et en fin de compte, je suis sur des postes effectivement de haut fonctionnaire, mais des postes parisiens que depuis très récemment. Initialement, ce qui t'a fait passer à l'échelon entre guillemets national, c'est que tu étais au redressement productif, tu étais en charge d'une région. Et au fur et à mesure, tu t'es retrouvé à être le délégué national sur le redressement productif. Exactement. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait 5 ans en préfecture de région et dans des services déconcentrés du ministère de l'Industrie. Donc là, au contact direct et au quotidien des entreprises, et des fédérations, des groupements d'entreprises. Et j'ai gardé en fait ce goût du contact de ces acteurs économiques au plus proche du terrain. Pour moi, même en étant en administration centrale, le travail ne se fait pas que en bureau, il se fait aussi au contact direct de ces entreprises. Et c'est ça qui... D'où l'intérêt de venir des régions vers le national, en fait. Et ça t'a permis d'être au contact du terrain. Exactement. Et c'est ça qui me plaît aussi dans mon travail de tous les jours. C'est de rencontrer des acteurs économiques qui m'expliquent leurs difficultés concrètes, pratiques. Et puis du coup, moi, mon travail, c'est d'essayer de lever leurs difficultés. Et avant ça, tu as eu dans l'industrie des dossiers passionnants sur justement des usines à redresser ou des choses comme ça. Comment ça se passait, ce volet redressement productif ? Ça, c'était des souvenirs, alors j'allais dire des bons souvenirs professionnels, mais des fois des souvenirs très difficiles, parce qu'il y a des entreprises qui ont été liquidées, malheureusement, notamment dans le secteur automobile. On est entre 2010 et 2014. D'accord. Et effectivement, on a déjà des sous-traitants de la filière automobile qui se prennent la crise de 2008 en pleine face et un accompagnement difficile. Après, on a d'autres filières qui se sont bien rebondies, et j'ai quelques, on va dire, succès, notamment dans la filière du nautisme. Et donc là, c'était un ministère qui était... donc le portefeuille de ce ministère, c'était le ministre, c'était Arnaud Montebourg. Tu as travaillé directement avec Arnaud Montebourg, ou bien toi, à ce moment-là, tu étais encore sur l'échelon régional et c'est après que tu passes au ministère national ? Non, j'étais encore au niveau régional. Mais en fait, en direct avec Arnaud Montebourg, parce qu'il avait nommé ce qu'il appelait à l'époque les commissaires en redressement productif, directement nommés par Arnaud Montebourg. Région par région ? Il y en avait un par région. On était placé sous l'autorité directe du préfet de région. Ouais, une agilité en fait, pouvoir agir directement. Exactement. Parce qu'on est dans la région, c'est bon, on avance. Donc typiquement, moi, mes contacts au niveau administratif, je pouvais avoir des contacts directs avec le directeur régional des finances publiques pour, par exemple, retraiter des dettes fiscales et sociales, des traitements directs avec le directeur régional de la Banque de France pour négocier des crédits bancaires ou de la médiation du crédit, des contacts directs avec toutes les structures pour pouvoir accompagner les entreprises en difficulté. Alors, on accompagnait principalement des entreprises qui restaient pérennes. Une entreprise typiquement en déclin, là, on travaillait plutôt sur un reclassement, sur formation des personnels, réemployabilité des acteurs. Maintenant, si une entreprise était foncièrement viable et qui, malheureusement, avait un défaut, parce qu'un client avait une difficulté de paiement et donc se retrouvait avec des difficultés financières ponctuelles, là, on pouvait négocier ou pas. En fait, c'est est-ce qu'on va
aider la boîte à rebondir parce qu'on voit qu'elle va pouvoir le faire, donc on va être derrière cette entreprise pour bien restructurer, faire en sorte que ça reparte, ou bien est-ce que si on voit que c'est fichu, à ce moment-là, il faut trouver les meilleures solutions pour terminer dignement pour tout le monde, dont les salariés, etc. Exactement. C'est hyper intéressant. Et ça, donc, tu as fait ça pendant 6 ans? Pendant 5 ans en région, et après, je suis monté sur Paris en tant que sous-directeur à la Direction générale des entreprises. C'est là le premier poste national, en fait. Premier poste national pour coordonner les différents commissaires en redressement productif qui étaient répartis dans les régions. Et donc là, justement, un peu inscrire en administration centrale cette fonction qui était purement nommée par Arnaud Montebourg. Donc on était très volatile quelque part. Il n'y avait pas de structure administrative sur notre action. Et l'idée, c'était de sécuriser en fait cette action qui est indispensable pour les territoires. Et au moment où tu arrives, donc c'est à Bercy, oui. Finalement, c'est plus Arnaud Montebourg à quelques semaines d'écart, et c'est Emmanuel Macron qui est le ministre en charge. Donc, tu t'es retrouvé à travailler directement avec Emmanuel Macron sur ces dossiers-là de redressement productif qui sont des enjeux vitaux pour l'économie française. Exactement. On est en 2014, donc pendant plusieurs années... Pendant 5 ans, un peu plus de 5 ans, tu restes à Bercy. Je reste à Bercy sur cet accompagnement des entreprises, alors en développement, en difficulté, et puis la mise en place de dispositifs... C'est intéressant parce que j'ai eu pas mal d'interviews politiques, mais avec des personnes qui sont élues. Et en fait, à chaque fois, je me dis, c'est difficile parce que comme ils doivent penser à une réélection, quoi, aux caisses, ils n'ont pas la même liberté d'action. Tandis que les fonctionnaires de l'État, vous êtes vraiment les mains dans le cambouis. Et finalement, tu as été sous la présidence de François Hollande. Et puis derrière, tu te retrouves sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et il y a une continuité dans ton action qui te permet quand même de développer des relations aussi bien avec les régions qu'avec les acteurs économiques, etc. C'est un autre monde en fait, de l'action gouvernementale, je trouve. 2020, le ministère de la Transition écologique, et donc là, on te propose de t'occuper d'un sujet qui, à l'époque, moi je le sais bien parce qu'à l'époque, je lance Electric Hybrid Test Days, qui était un événement qui est devenu le Salon national de l'automobile électrique. Ça fait un peu plus pompeux, mais c'était juste pour revenir sur un truc en français. Donc à l'époque, on propose au grand public de tester des voitures électriques et vraiment de juste passer derrière le volant. Et je me rends compte du chemin parcouru entre 2020 et 2026 seulement, en 6 ans. À l'époque, on nous prenait, pas pour des aliens, mais presque. Toi, quand on te propose le projet de déployer les bornes de recharge sur le territoire, tu vois ça comment ? Beaucoup de surprises parce que déjà, je n'y connaissais rien. Je pense que j'y connais un petit peu. Il n'y avait pas grand monde qui connaissait grand-chose à l'époque. Non, c'est vrai. Juste pour la petite histoire, en fait, on m'a proposé ce poste alors que j'étais encore à Bercy. Pour mémoire, la ministre de la Transition écologique à l'époque, donc avec qui j'ai travaillé, très peu, parce qu'en fin de compte, juste quand je suis arrivé, elle est repartie, c'était Élisabeth Borne. Et dans son parcours, Élisabeth Borne avait été préfète de région Poitou-Charentes, où j'étais commissaire au redressement productif. Donc on se connaissait. Et je pense que le fait qu'on se connaisse a beaucoup aidé dans mon choix, enfin dans ce choix de choisir. Oui, elle a dû agir avec les acteurs territoriaux. Elle s'est dit, Claude Renard, on peut peut-être faire quelque chose avec lui sur ce sujet. C'est ça, parce que le profil et la méthode de travail que j'avais dans les territoires, au plus proche de l'écosystème, je l'ai reproduit, je l'ai recopié dans ma fonction de coordonnateur sur les bornes. Et c'est un peu pour ça que j'ai été... on m'a sollicité pour prendre ce poste. Et donc, j'ai pris avec beaucoup d'intérêt. Donc, sur le moment, un peu de surprise, mais en te disant, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et par contre, dans ce poste, tu n'as pas de pouvoir réglementaire direct, ni auprès des collectivités ou des différents acteurs. Donc, comment tu opères cette fonction ? C'est-à-dire, comment, au jour le jour, tu accompagnes ce mouvement pour déployer plus de bornes? En toute rigueur, j'en ai quand même plusieurs des armes. J'ai pas de pouvoir réglementaire, si, un petit peu, puisqu'on est quand même en administration centrale. Donc en administration centrale, on est aussi en charge de la réglementation. Okay. Donc on apporte aussi des éléments au gouvernement, typiquement sur des projets de loi, sur des propositions de loi, on apporte des commentaires. Donc on est sollicité sur les aspects législatifs, on peut faire des propositions. Ouais. Et on fait aussi des propositions de textes réglementaires. Okay. Donc les décrets... Dans le sujet des bornes de recharge, le décret 2017-26, celui-là, il est effectivement quelque part sous ma plume. Bon, il existait avant que j'arrive, mais tous les textes réglementaires, maintenant que j'ai un petit peu un rôle d'expert, reviennent un peu chez moi et je dois apporter ma patte pour avoir surtout cette cohérence, cette coordination au niveau interministériel. Un exemple, en fin 2023, pendant la loi de finances 2024, on a recentré le crédit d'impôt sur les bornes pilotables. Oui. Il fallait définir techniquement ce qu'était une borne pilotable.
Ça peut très vite tourner au casse-tête, non? Un petit peu, mais voilà. Donc du coup, la plume pour rédiger la définition d'une borne pilotable, c'est revenu chez moi, mais je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai consulté l'écosystème, on a vu avec les industriels. Le but, c'est de réussir à créer une règle qui soit la plus efficace possible et qui puisse être la plus durable aussi possible, puisque le but, c'est pas de changer les règles tous les 2 ans, et donc d'avoir quelque chose qui peut s'installer avec les évolutions technologiques à venir. Oui. Alors, effectivement, sur cet exemple-là, je le trouve très bien, parce que le législateur, de façon très simple, a fait une modification dans la loi de finances en rajoutant le mot « pilotable ». Mais à un moment donné, il faut rentrer dans la technique pour dire c'est quoi une borne pilotable. Parce que le contrôle fiscal en cas de déclaration, puisque c'est quand même un crédit d'impôt, il faudra vérifier que la borne avec tel numéro de série installée de telle configuration, oui ou non, elle est pilotable, et oui ou non, elle est bien éligible ou pas éligible au crédit d'impôt. On a quand même des finances publiques qui arrivent derrière, des fonds publics, et il faut que ce soit de façon très sécurisée et très claire. Quand tu es arrivé en 2020, il y avait combien de bornes, et aujourd'hui, on en est à combien sur le territoire français? Quand je suis arrivé en 2020, on avait à peu près 28 000 points de recharge ouverts au public. Points de recharge? Point de recharge, alors on dit point de recharge ou borne. Le borne, c'est un abus de langage. Généralement, quand on dit borne, c'est plutôt point de recharge. Parce que moi, j'avais en tête qu'une borne pouvait avoir 2-3 points de recharge. Oui. Alors, 2-3 points de recharge, c'est en fait une borne, c'est l'aspect tollé. Oui, c'est physique, concret devant les yeux. Ouais. Mais en fait, c'est une solution technique industrielle. D'accord. C'est-à-dire que la même fonctionnalité, si on a 2 places de stationnement, on peut mettre 2 bornes, donc chacune un point de recharge, ou une seule borne avec 2 câbles qui peut alimenter simultanément les deux places de stationnement. Donc on est une borne ou 2, ça répond à D'où l'intérêt de compter en point de charge. D'où l'intérêt de compter en point de charge. De toute façon, on a combien de câbles qu'on peut connecter à combien de voitures, et puis basta. Donc on était à 28 000 points de recharge. 2020. 2026 En 2026, là on frôle les 200 000. D'accord. On frôle les 200 000. Et ça, c'est sur la partie publique, privée ou tout confondu? Alors, c'est uniquement la partie ouverte au public. D'accord. Donc, en fait, accessible à tout le monde, en itinérance, en déplacement, en voirie. Et alors, les bornes privées, maintenant, on a des bornes effectivement au domicile, mais on a aussi beaucoup de bornes dans les entreprises. Oui. Plus de 2 millions. Ouais, moi, j'avais noté 2 500 000 points de charge en comptant privé plus public. Ouais. C'est énorme. Donc, en fait, les 200 000 dont on parlait, c'est beaucoup de la recharge en ville et de la recharge sur autoroute. C'était, au début, on a en fait une évolution de la typologie des points de recharge par rapport à leur lieu géographique. Jusqu'en 2020, on avait principalement des bornes dans les territoires, sur des communes, on va dire en voirie. Et puis au-delà, on a beaucoup travaillé, donc ça c'était aussi un grand chantier, c'est de mettre en place des bornes sur autoroute pour l'itinérance, donc avec le plan de relance dès 2021. Depuis 2023, 100% des aires de service sont équipées de stations de recharge haute puissance. Okay. Donc ça c'était un grand succès. Maintenant, les stations de recharge sur autoroute, elles continuent à croître en fonction de la fréquentation, mais il n'y a plus de plan massif de déployer. Oui, ça c'est bon. On a fait la grande partie du boulot. Exactement. Et maintenant, on est plutôt... Alors, je dis on, là, c'est pas l'État, puisqu'en fait, c'est vraiment des acteurs privés qui se déploient. C'est le territoire français. C'est tous les centres commerciaux. Ah oui. Les centres commerciaux, les commerces, là, se déploient massivement. Ce qui est très intéressant, puisqu'en fait, on va poser notre véhicule pour faire ses courses sur le parking. Exactement. On reste minimum 1 heure quand on est dans un centre commercial. En 1 heure, ça y est, t'es chargé, quoi. Alors oui et non. Ah. Alors oui, on est chargé, mais c'est pas tant le modèle. C'est-à-dire que dans les centres commerciaux, si on est rechargé en 1 heure, c'est plutôt des bornes, on va dire, 22 kW ou 50 kW. Ce qui se déploie plus maintenant, c'est plutôt des bornes, des stations de recharge rapides ou ultra rapides. Donc c'est carrément des bornes au-delà de 150 kW. Et cette recharge, elle se fait un peu comme quand on fait le plein d'essence. Oui, puisque c'est du 10 minutes là, dans ce cas-là. C'est un quart d'heure. L'usage, c'est plutôt, je me recharge avant ou après de faire les courses, en 10 minutes, un quart d'heure. C'est réaliste, c'est ce qui se passe dans la vraie vie, entre guillemets. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté beaucoup plus confortable, prendre une place véhicule en charge, quitte à rester 1 heure et à se charger réellement pendant 1 heure, pas à être voiture. Alors, aujourd'hui, en fait, on a quand même des usagers qui restent un peu plus, presque 1 heure sur ces bornes rapides. Et ça, du coup, c'est embêtant. Alors, c'est pas embêtant si la station n'est pas saturée. Maintenant, si on est samedi après-midi et qu'il y a beaucoup de monde, ça peut commencer à poser problème. Et aujourd'hui, ça va certainement arriver, ça c'est clair, on va avoir des frais d'inactivité. C'est-à-dire que sur ces stations de recharge rapide, au bout d'un certain temps, on aura des frais supplémentaires qui peuvent être, là, par contre, très élevés. Ça peut être... Oui, c'est l'équivalent d'une amende, en réalité. Peut-être pas des amendes, pas à ce point-là, mais en fait, dans la logique, c'est de décourager la personne de rester sur une borne branchée,
Tandis qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de se brancher. Et d'ailleurs, toi, tu disais, je suis tombé sur une citation où tu disais, là, à l'été 2025, on peut désormais traverser la France sans stress en voiture électrique. Oui, sans stress. Donc ça, c'était ta mission. Quelle est la suite? Donc maintenant, tu as les centres commerciaux qui sont en train de s'équiper. On a eu tous les points de charge, villes, autoroutes, etc. C'est quoi le gros point d'attention sur les prochaines années? Ça continue, c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours au tout début du déploiement des bornes. Les grands enjeux, c'est massifier, c'est-à-dire qu'on va encore avoir besoin de multiplier les stations de recharge sur le territoire et surtout, à un moment donné, les faire croître en termes de capacité. Et à partir d'un certain seuil, on va commencer à avoir des puissances très importantes par rapport au raccordement au réseau électrique. Aujourd'hui, des stations sur autoroute, c'est autour de 2 mégawatts. D'accord. Il n'y a pas eu de difficulté pour faire ces raccordements de la part des gestionnaires de réseaux de distribution comme Enedis. Il n'y a pas de difficulté. Par contre, dans les années à venir, on imagine qu'on aura des raccordements à 5 mégawatts, 7, 10, peut-être 15, où là, on aura des renforcements du réseau électrique très importants. Et donc là, on travaille depuis pas mal de temps, mais on travaille de plus précisément avec le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un peu le gestionnaire de réseau de transport, RTE, puisque là, on va avoir des raccordements à forte puissance qu'il faut planifier, anticiper. Donc on a mis en place un schéma directeur d'infrastructure de recharge sur les grands axes routiers, avec des puissances qu'on va exiger en 2030 et 2035, enfin exiger ou demander pour cibler, pour anticiper, et notamment typiquement anticiper peut-être des créations de postes sources. Et un poste source, donc la limite entre le réseau de transport et le réseau de distribution au niveau électrique, c'est parfois 5 ans de délai de construction. 5 ans. Oui, donc ça se planifie aujourd'hui pour 2031. Donc on est vraiment dans un grand champ de planification d'électrification qui doit s'anticiper sur ces grands axes. Alors notamment, il n'y a pas que les véhicules légers. Le grand chantier aussi, c'est les véhicules lourds, puisque maintenant on commence à avoir des poids lourds électriques. On a presque 2000 poids lourds électriques qui circulent déjà en France. D'autres grands enjeux, c'est la recharge à domicile, notamment dans le résidentiel collectif. On a donc les copros qui doivent jouer le jeu de plus en plus maintenant. Alors, aujourd'hui, elles le jouent. Il faut que ça se déploie. Tout l'environnement est là. On a des préfinancements pour les équipements. Donc ça peut être sans reste à charge pour la copropriété. Ça saute. Depuis quand? 3-4 ans. Okay. Mais c'est des éléments qui doivent se généraliser et doivent être bien connus. Mais qui doivent être communiqués, voilà, c'est ça. Communiqués aux assemblées générales. C'est que savoir, lors de l'Assemblée générale, quand on va proposer le raccordement, que c'est complètement financé, ça va rien coûter à la copro, etc., c'est hyper important pour pouvoir prendre la bonne décision. Ouais. Exactement. Aujourd'hui, on a déjà 16% des copropriétés avec parking qui ont déjà signé une solution. Oui, une fois que c'est déjà signé, quand le particulier dit « bon, c'est bon, maintenant je veux activer le truc ». C'est quelques semaines. C'est génial. Un mois et demi. Par contre, ça peut être beaucoup plus long entre tout le processus global, c'est-à-dire entre la première idée d'un copropriétaire qui dit « tiens, j'aimerais bien me renseigner pour mettre une solution ». En fait, là, on peut avoir plus d'1 an, 1 an et demi, voire 2 ans. Ces éléments dans le résidentiel collectif s'anticipent fortement. Mais une fois que c'est fait, après, c'est assez simple à avoir sa borne individuelle. Et pour toutes les constructions neuves, il y a des obligations sur le sujet? Alors, il y a des obligations, non pas de mettre des bornes directement, mais il y a des obligations d'avoir du pré-équipement. On est en train de réfléchir pour même avoir du pré-câblage, donc des éléments beaucoup plus en amont. Pour justement se dire, demain, on branche et c'est terminé, quoi. Voilà. On parlait des copropriétés. Il y a un autre pan quand même qui est aussi très important, c'est les bailleurs sociaux, par exemple. Alors, évidemment, les locataires dans les bailleurs sociaux, ce ne sont pas les premiers à avoir acheté des véhicules électriques, qui étaient très chers à l'époque, mais commencent aujourd'hui à s'équiper. Oui, surtout qu'avec le leasing social qu'il y a eu, avec etc., le leasing social, on a des professionnels qui ont des véhicules de leur employeur. Et l'idéal pour la recharge, c'est de se recharger au domicile. Donc, du coup, on se retrouve avec de plus en plus de locataires chez les bailleurs sociaux qui ont besoin d'une recharge à domicile. Donc là, aujourd'hui, les bailleurs sociaux commencent à s'investir fortement sur cette solution. Déjà, plusieurs milliers de places de stationnement qui sont signées, qui vont s'équiper. Les bailleurs sociaux lancent des appels d'offres de façon importante pour équiper leurs parkings. Et c'est quelque chose qui commence à se déployer fortement depuis fin 2025. Ok, donc dans la massification, il y a quand même beaucoup de choses en cours. Un autre volet qu'on a peut-être moins vu, c'est, en fait, on a parlé des autoroutes, des grandes villes. Effectivement, dans le privé, ça va être du collectif privé, des bailleurs sociaux, etc. J'ai l'impression, peut-être pas dans le périurbain, mais peut-être plus dans les zones reculées, la recharge publique, parfois, est vraiment plus compliquée. C'est-à-dire que tu vas avoir 1 ou 2 vieilles bornes devant l'hôtel de ville.
qui sont prises par à peu près les mêmes personnes tout le temps, voire parfois par les véhicules de la ville. Et pour te recharger, si jamais tu n'as pas de borne de recharge, c'est ceux qui ne sont pas en maison individuelle ou qui n'ont pas de borne en copro, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ça a été encore un peu compliqué il y a encore quelques années sur justement ces territoires un peu isolés, je n'ose pas dire territoires ruraux, parce que les bornes c'était quelques petites bornes isolées, comme tu le dis, c'est 2 bornes sur la place de la mairie qui ne marchent pas toujours. Bon, très bien. Je l'ai vécu. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça, je ne le nie pas. Il faut se rappeler aussi l'histoire. En 2020, les 2 véhicules les plus vendus, c'était la Zoé et la Nissan Leaf. Maintenant, les véhicules ont 400, 350, 400 km d'autonomie. Je ne parle pas des véhicules qui ont beaucoup 2020, plus. C'est 395 km WLTP. C'est une recharge presque tous les 10 jours. Voilà. Quoi, donc. Mais maintenant, tous les véhicules ont 400 km d'autonomie. Donc du coup, le besoin de recharge, à partir du moment où on a un maillage de bandes de recharge qui est aussi dense, et aujourd'hui, il est même beaucoup plus dense que les stations essence. Et je parle de maillage de recharge rapide. C'est-à-dire qu'on recharge en une vingtaine de minutes. Tu dis qu'il est beaucoup plus dense que les stations essence. Il y a plus de stations de recharge rapide en France que de stations essence. Oui. Aujourd'hui, on a à peu près 50 000 stations de recharge. Et de plus de 50 kW, on doit en avoir dans les 20 000. Et on a 11 000 stations essence. Sur tout le territoire français. Sur tout le territoire français. Donc il suffit de regarder. Et aujourd'hui, avec ces commerces, tous les petits commerces, la moindre ville de 3, 4, 5 000 habitants qui a un petit centre commercial, il y a des bornes. Ou il y aura des bornes dans l'année, enfin, ça s'équipe massivement. La petite ville, on disait, qui a sa borne de recharge, il y a eu un plan pour déployer des bornes. Comment ça s'est fait ? C'est-à-dire, comment se fait la décision ? Est-ce que c'est la collectivité qui en appelle à soit ton département, soit à l'État ? Ou est-ce que c'est toi, depuis ton bureau, qui dit il faut absolument qu'on aille densifier sur ce type de collectivité, et donc voilà le plan. En fait, l'État n'a pas de borne en tant que tel. On ne gère pas de borne. Les bornes étaient jusqu'en 2020-2021 principalement opérées par des acteurs publics, des collectivités, des syndicats d'énergie, qui continuent. Ils ont mis en place des schémas directeurs, mais en fait, leur déploiement se fait plutôt en complémentaire par rapport à l'offre privée. Et l'offre privée, réellement, n'a décollé qu'à partir de 2021-22, à partir du moment où les ventes de véhicules électriques ont décollé. C'est-à-dire qu'il y a quand même, pour les acteurs privés qui déploient des bornes, des opérateurs, un besoin de rentabilité. C'est-à-dire qu'ils vont déployer et investir. C'est aussi une des difficultés de ces bornes, c'est qu'elles coûtent très cher. Enfin, la station coûte très cher. Pour les rentabiliser, le raccordement. Pour les rentabiliser, c'est très compliqué. Et donc, il faut avoir cette croissance, on va dire, en parallèle du déploiement des bornes et en même temps des véhicules. Ouais. Et il faut aussi que l'un des deux commence. Et le problème, c'est que les véhicules ne commençaient pas parce que c'était un des freins. Les gens se disaient, je ne vais pas acheter de véhicule électrique si je n'ai pas de borne sur mon territoire. Les 3 gros freins, c'était l'autonomie des véhicules, le prix des véhicules et le déploiement des bornes de recharge. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'autonomie n'est plus un sujet. Le déploiement des bornes de recharge, apparemment, n'est clairement plus un sujet. Et même au niveau du prix, on a désormais des véhicules en dessous et autour des 20 000 euros sur des véhicules familiaux. Donc ces freins ont été levés. Et donc oui, donc toi tu dis, c'était un des gros sujets quand même de dire l'œuf ou la poule, comment on va faire quoi. Ouais, on avait orienté principalement le déploiement des bornes. En fait, on essayait de les déployer un peu partout. Donc on a mis en place dans la loi d'orientation de mobilité en 2019, avant que j'arrive, la mise en place de schémas directeurs pour les collectivités pour pouvoir justement planifier et organiser ces éléments-là. Et puis on a surtout un magnifique outil pour accompagner les déploiements de bornes. Ça s'appelle le programme Advenir, un programme de certificat d'économie d'énergie. Donc c'est du financement qui vient aider financièrement les opérateurs de recharge. Et à l'époque, typiquement, on accompagnait les bornes, un peu toutes les cibles, notamment les bornes sur les parkings de supermarchés. Ça a permis de faire cet amorçage, ces premiers déploiements. Donc aujourd'hui, on a arrêté cette cible-là. Le programme Advenir est reciblé uniquement sur le résidentiel collectif, les bornes en voirie, et puis les bornes pour les poids lourds au dépôt, et puis un petit peu sur les zones logistiques. Mais globalement, ce programme Advenir a pu s'adapter, il avait une certaine agilité, et au fur et à mesure, était là pour amorcer en fait les déploiements et initier des acteurs économiques pour commencer à se déployer. Et on a vu commencer à naître en 2020, 2021, 2022, un grand nombre d'opérateurs de recharge. Alors, il y en avait qui existaient déjà un peu plus, mais globalement, en 2020, 3 opérateurs qui se répartissaient 90% du marché des bornes de recharge. Aujourd'hui, on a une quinzaine d'opérateurs
qui se répartissent 60% du marché. Pour l'acteur privé qui met ça, est-ce qu'il a une visibilité sur combien de temps ça va lui mettre à devenir rentable sur ce genre d'investissement? Est-ce que c'est du 10 ans, 15 ans, 20 ans? On a des données là-dessus? J'espère que l'opérateur a des données puisqu'il fait ses investissements, mais c'est compliqué. Et c'est très difficile à définir avec beaucoup de précision parce qu'en fin de compte, on se retrouve avec une période en début où c'est pas du tout rentable. Bien sûr. Les temps que premières tout années. le monde se mette à l'usage, en fait. Et donc, c'est encore plus compliqué d'identifier avec précision quelle sera mon activité dans 10 ans. Et en fait, la rentabilité arrivera entre 8 ou 10 ans. D'accord. Aujourd'hui, par contre, ce qu'on constate, c'est que typiquement, la croissance des ventes des véhicules électriques est un peu moins forte que ce qu'on espérait. Même si on se réjouit d'être à 27% de part de marché là en début d'année, mais on pensait être plus élevé. Et tout le monde pensait être plus élevé. Moi, ça me surprend, ça. Je m'excuse, mais on est en 2026. On a, franchement, en 2020, il n'y avait quasiment aucun modèle existant. Oui. Tu as parlé de la Leaf et tu as parlé de la Zoé. Il y avait très peu de véhicules. Il y avait Tesla qui était déjà là. Les véhicules coûtaient cher par rapport à leur équivalent en thermique. On pouvait réfléchir à se dire, bah oui, mais sur le long terme, à l'usage, donc ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership, coût total de possession du véhicule, sera moins élevé, donc j'y gagne. C'est le pari que j'ai fait, j'en suis ravi, parce que très franchement, je m'en sors hyper bien avec ma voiture. Mais en 6 ans, qu'on ait à ce point changé pour qu'une voiture sur 4 vendue soit 100% électrique, c'est énorme. Donc se dire que les gens avant imaginaient que ça serait plus rapide, honnêtement, j'arrive même pas à comprendre comment. Il y a deux volets. Ils pensaient que ce serait plus rapide, et ils pensaient peut-être aussi que les véhicules se rechargeraient plus facilement sur des recharges publiques, donc pour leur chiffre d'affaires. En fin de compte, on se rend compte que la recharge, elle est principalement faite à domicile. Et donc cette recharge à domicile, elle ne rentre pas dans la rentabilité ou même l'amortissement des investissements faits pour cette recharge publique. Je comprends. Mais globalement, ces acteurs économiques qui ont déployé des bornes pensaient avoir cette rentabilité plus rapidement. En fait, comme il y a eu beaucoup de concurrence, D'acteurs qui sont venus, bah oui. il y a des nouveaux qui sont arrivés. En fait, le nombre de stations de recharge croît aussi vite, voire plus vite que le nombre de véhicules électriques. Et on voit dès fin 2025, malheureusement, certains acteurs qui continuent à déployer, mais qui ont ralenti leur déploiement. Ouais. Alors, un petit sujet qui a pas mal fait parler ces derniers temps et qui avait crispé beaucoup à l'époque. Moi, je me rappelle d'ailleurs, notre événement, nous, le Salon de l'Automobile électrique, quand on l'a créé, donc en 2020, c'était en partant de ce constat-là, c'est qu'on entendait beaucoup parler donc, des fameuses ZFE, les zones à faible émission. On en entendait parler sur toutes les radios, télé de manière extrêmement négative. Alors, sur Internet, n'en parlons pas. Et moi, ce que je m'étais dit, c'est que la ZFE, qu'on soit pour compte, c'est une chose. Par contre, ça faisait parler de manière un peu malhonnête du véhicule électrique en tant que tel, parce qu'on avait l'impression de devoir y aller à marche forcée à cause des ZFE. Donc on disait, mais oui, mais le véhicule électrique, regardez, c'est pas écologique, et c'est pas si économique, etc., et ça marche pas, etc. Et c'est pour ça qu'on avait créé le salon. Le salon de l'automobile électrique, nous on l'a créé, c'est pour ça que ça s'appelait Electric Test Days. Le but, c'était de tester. On s'est dit, de notre expérience personnelle, quand on a pu tester, nous qui sommes en Ile-de-France, des voitures en autopartage électrique, l'expérience de conduite était exceptionnelle. Et en fait, on s'est juste dit, plutôt que d'essayer de convaincre sur la théorie, une voiture, ça se vit. Et donc, mettons les gens derrière le volant. Il y a eu beaucoup de frustration sur la manière dont on a vu arriver les zones à faible émission avec les fameuses vignettes critères 1, 2, 3, 4, 5. On a le droit, on n'a pas le droit de rentrer dans le centre-ville, dans quelle zone de la ville. Ce petit casse-tête, tu t'es retrouvé à devoir le gérer en 2023 suite au départ de l'ancien délégué interministériel aux ZFE. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors les ZFE, pour rappeler le contexte, elles existent, typiquement celle de Paris, existent depuis 10 ans, plus de 10 ans. Elles ont été renforcées en 2019 grâce à la loi d'orientation des mobilités, avec des ambitions sur des restrictions de circulation des véhicules les plus polluants dans les villes qui ne respectent pas une directive qualité de l'air. Je rappelle quand même que l'objectif de ces zones à faible émission, c'est restreindre la circulation des véhicules les plus polluants pour améliorer la qualité de l'air, pour résoudre des problèmes de santé publique. Et ça, c'est réaliste. Avec les données qu'on a typiquement 2015 à 2025 et 2026. Oui. C'est vraiment l'objectif des ZFE, améliorer la qualité de l'air. Et je rappelle que c'est les publics les plus précaires qui sont les premières victimes des problématiques de santé
due à la qualité de l'air. C'est pas un sujet écologique, c'est un sujet de santé publique. C'est un sujet de santé publique 100%. À horizon 10 ans, puisque tu me disais que depuis 2015 environ, il y a une ZFE à Paris, on est en 2026, Ouais. est-ce qu'on voit qu'il y a eu un impact positif de la ZFE Très et net. sur la qualité de l'air et sur Ouais. la santé publique? Alors, la qualité de l'air s'est améliorée. Oui. Elle s'améliore tout le temps. Ces normes, en fait, apportent des améliorations fortes sur les motorisations. Et rien que le respect de ces normes font que les véhicules sont beaucoup moins polluants aujourd'hui qu'avant. D'où aussi le classement en critères des différents véhicules. Et dans la loi d'orientation de mobilité, en fait, il y avait une date clé, c'était janvier 2025. Et en fait, il fallait préparer en fait, cette date-là. Donc on est en 2019. En 2019, on avait fixé des objectifs Pour 6 ans plus tard. pour début 2025. Okay. Et donc, c'était ça qu'il fallait qu'on travaille et qu'on mette en place. Et donc, les critères fins sont définis par les collectivités. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on retrouve des disparités entre une ZFE et une autre, parce que les règles ne sont pas les mêmes. Mais d'un autre côté, les règles sont aussi adaptées au territoire. Un territoire qui a beaucoup de transports en commun, un territoire qui a très peu de transports en commun, peut-être qu'ils peuvent mettre en place une ZFE avec des règles légèrement différentes, parce que les alternatives aux véhicules individuels sont également différentes. Et donc ça, c'est quelque chose qui reste principal, cette adaptation au niveau des territoires pour 2025. Maintenant, les ZFE existent. Bon, il y a un projet de loi qui n'est pas encore définitif, qui n'a pas fini son parcours parlementaire, qui prévoit de faire évoluer fortement ce dispositif, voire de le supprimer. Il reste quand même que ces véhicules les plus polluants, on doit maximiser leurs restrictions de circulation dans les territoires. Alors je dis bien restriction et non interdiction. C'est-à-dire que même dans l'état du droit actuel, les ZFE qui restreignent la circulation typiquement de certains véhicules, type les critères 3, peuvent mettre en place des dérogations, des passes ZFE, où les accès sont quand même possibles, moyennant un certain nombre de fois dans l'année. Oui, c'est-à-dire on peut faire 30, 40, 50 passages dans la ville. Ou en fonction des horaires. On a beaucoup de ZFE qui ont été mises en place entre 8h du matin et 20h le soir, qui ne sont pas opérantes, par exemple, le week-end, qui sont adaptées. Des travailleurs nocturnes qui doivent prendre leur véhicule parce que les transports en commun ne fonctionnent pas la nuit, alors qu'eux, ils travaillent de nuit. Tu sors à 23h du matin. Peuvent avoir des dérogations. Le but, c'est pas d'embêter les personnes. Et le but n'est pas de les obliger à acheter un véhicule électrique. C'est intéressant que tu dis ça, parce que je pense que c'est ça qui a été ressenti et qui a créé cette frustration. C'est le côté, on nous oblige à acheter de l'électrique ou on me restreint mes libertés de déplacement. Or, la voiture nous a été vendue dans les années 70-80 à fond comme l'objet de liberté. Donc, c'est un peu difficile, ça. Les critères les plus stricts ou les plus contraignants, c'est quand même la restriction de circulation des critères 3. C'est ce qui a posé problème et ce qui a un peu cristallisé les difficultés. Je rappelle juste, typiquement, qu'une Clio de 2007, c'est critère 2. Donc, en l'état actuel des choses, la Clio de 2007, elle roule encore alors qu'elle a presque 20 ans. Elle peut rouler partout, dans toutes les ZFE, comme elle veut, tout le temps. C'est intéressant, ça. Vraiment, le critère 3, c'est le véhicule de 30 ans. C'est le véhicule ancien. Très anciens. Enfin voilà, c'est des véhicules qui crachent noir, en gros. Ces véhicules-là, on dit très souvent, et c'est assez logique, vu qu'ils sont passés de main en main sur 20 ans, 30 ans, que c'est ceux qui sont utilisés par les personnes les plus socialement fragiles, celles qui ont le moins de moyens, et qu'à elles, on leur dit « Ah oui, bah, maintenant, si tu veux pouvoir rouler, achète une voiture électrique. » Alors déjà, je comprends que ce n'est pas le cas, puisque finalement, il aurait pu acheter aussi une Clio d'occasion année 2007, si je comprends bien. Mais c'est peut-être ça aussi, c'est cette perception et peut-être une communication ou un angle de vue qui a été apporté sur le sujet qui était très négatif. Comment est-ce qu'on fait et comment toi, dans tes fonctions, tu réussis à répondre à ce sujet-là pour justement pour essayer de faire voir la partie positive que peut apporter la ZFE et comment tu réussis surtout à alléger le fardeau sur les plus fragiles ou autres sur ce sujet-là. C'est-à-dire faire en sorte que, comme tu le disais, celui qui a besoin de bosser, qui rentre du boulot à 23h et qui a, oui, une vieille voiture qui peut polluer, ne se sente pas puni, en fait. Non, mais je rappelle juste qu'en 2023, justement, un des grands chantiers, c'était de faire un gros travail de concertation. Il y a eu un gros travail de fait par les collectivités, justement, pour analyser les différents cas de figure et trouver des solutions alternatives. Donc, il n'y a pas que des sujets de dérogation, il y a aussi des sujets qui ont été accompagnés avec d'autres dispositifs. Il n'y a pas une solution unique, mais c'est en fait tout un panel de solutions. Évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde sur de la mobilité douce,
Mais typiquement, on va déployer la mobilité douce, on va déployer les transports en commun, on va déployer du covoiturage, on va déployer toutes ces aides. Il y a eu des collectivités qui ont mis des aides à l'acquisition, on avait des primes à la conversion, on avait à la conversion pas uniquement que de l'achat du véhicule électrique. Et en fait, c'est tout ce panel-là qui doit être travaillé avec les acteurs locaux et qui a été travaillé. Ouais, une boîte à outils, en fait. Une boîte à outils. Et l'inconvénient, c'est que cette boîte à outils est tellement vaste que c'est pas... on n'a pas la clé de 17, la seule, l'unique, qui répond à tous les cas de figure. Oui, ce qui fait que chaque personne a l'impression qu'on ne lui répond pas, mais en fait, si. Sauf que à un instant T, on ne lui a pas dit la solution, ça va être ça, mais ça va être ça ou ça, ce qui peut être un peu moins lisible. Oui. Comment justement rendre la chose plus lisible alors ? C'était un peu ça a été la difficulté du dispositif. Ouais. Et derrière, effectivement, des reprises et donc des mauvaises informations et une difficulté de compréhension. Une des clés, justement, sur le volet, en tout cas au moins social, c'est de dire, pour pouvoir avoir accès à des véhicules électriques à un prix plus accessible que les véhicules neufs, il faut un gros marché de l'occasion. Et le marché de l'occasion, en France notamment, il est drainé, impulsé par les flottes d'entreprises, puisqu'en fait, les flottes d'entreprises représentent grosso modo 50% des ventes de voitures neuves en France chaque année. Et donc, au bout de 4-5 ans, quand les contrats de LLD ou LOA arrivent à leur terme, ces véhicules-là repartent sur le marché de l'occasion. En 2020, évidemment, c'était très dur. On en était où en 2025 de ce marché de l'occasion et des flottes d'entreprises qui avaient déjà fini un premier cycle ? Justement, on a ce décalage, mais on le voit et il est limpide. C'est-à-dire que le premier décollage des véhicules électriques 2020-2021, notamment par moitié pour les entreprises et des flottes d'entreprises, on l'a vu en 2025 avec le décollage du véhicule d'occasion, où on voit arriver les véhicules d'occasion en électrique, ceux qui ont été vendus en 2021. Mais alors, ça en grande masse, parce que certains ont des cycles plus courts. C'est de la prévisibilité très claire. Pour favoriser les véhicules électriques au niveau des flottes d'entreprises, aujourd'hui, on a plusieurs mesures. Donc, effectivement, il y a des éléments réglementaires avec des obligations de s'équiper au niveau des flottes, donc avec des taxes incitatives, très bien. Et puis aussi, un élément très important, ça a été une réforme des avantages en nature. Donc là, c'est plutôt pour les véhicules de fonction. Cette réforme a permis, depuis début 2025, avoir une grosse bascule, puisque là, on a un intérêt pour les collaborateurs à prendre des véhicules électriques. J'espère que toutes les entreprises qui ont des car policy proposent des véhicules électriques, voire de plus en plus de véhicules électriques. Et on a maintenant même beaucoup d'entreprises où dans la car policy, il n'y a que des véhicules électriques. Donc ça, c'est quand même symptomatique. On commence à voir, et c'est vraiment l'exception. On a beaucoup de grands groupes. Donc là, on est sur une vraie dynamique. C'est plus du greenwashing de certaines entreprises de dire on va rouler en électrique. Il y a une dynamique des flottes d'entreprises qu'on ressent réellement. Oui. Les constructeurs aussi, eux, derrière, jouent le jeu. Les leasers et les constructeurs, il y a eu beaucoup de débats sur le sujet avec différentes associations qui ont fait des tests pour voir ce qu'on leur proposerait, etc., en LLD ou en LOA s'ils étaient une entreprise. Et ils voyaient souvent qu'on essayait de leur pousser plutôt des véhicules thermiques, voire des hybrides. Aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé par l'augmentation de la gamme. C'est-à-dire qu'effectivement, en véhicule électrique, depuis longtemps, on a toute la gamme. Donc c'était un peu un argumentaire que donnaient les constructeurs en disant « Non, mais c'est bon, toute la gamme est électrifiée ». Maintenant, quand on regarde constructeur par constructeur, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Et dans une car policy d'une entreprise, ils peuvent pas se permettre de faire un picking dans toutes les marques en se disant un véhicule familial, ce serait plutôt en électrique, ce serait plutôt telle marque, une grande routière, ce serait telle marque, et puis une petite citadine, ce serait une autre marque. C'est pas possible. Donc ils ont souvent des partenariats avec des leasers sur lesquels ils ont quelques marques limitées, et dans ces quelques marques, il n'y a pas forcément toute la gamme. Renault, les plus grands véhicules, les plus grandes routières ne sont pas encore complètement électrifiés. Loin de là. C'est plutôt de l'hybride rechargeable. D'accord. Ça commence à venir, mais c'est pas le cas. Donc automatiquement, c'était limité. On avait, j'adore cet exemple-là, la gamme DS, la marque DS. On n'avait que la DS7 qui était hybride rechargeable. On attendait avec impatience la DS numéro 8
électrique, donc ça y est, elle est là, mais elle n'est pas là depuis très longtemps. Ouais, donc depuis quelques semaines seulement, je l'ai vu moi dans des tests. Voilà, donc dans les chiffres, elle n'a pas été encore perçue. Et c'est un peu la blague que je donnais régulièrement. Nos ministres, qui doivent montrer l'exemple, beaucoup roulaient en DS7, donc hybride rechargeable, et n'étaient même pas en pur électrique. Sachant que là, ça a changé. Ils vont rouler, j'espère, maintenant en pur électrique. Et la gamme est là, avec des constructeurs français. Et alors, les grandes entreprises, le gouvernement, etc., bon, on comprend que c'est des mouvements et des dynamiques qui sont impulsés de manière plus colossale. Par contre, les plus petites entreprises, le maillage des PME, semble avoir été, et ma question c'est est-ce qu'elle l'est encore, plus difficile à convaincre pour passer au 100% électrique. Est-ce que maintenant, ça y est, ça a vraiment bougé là-dessus ? C'est vrai qu'au début, les entreprises basculaient à la mobilité électrique, soit pour des raisons de RSE. Donc là, clairement, ça veut dire qu'on avait principalement des grands groupes qui avaient cette démarche RSE. Une PME n'a pas forcément cette démarche RSE, sauf si, ce qui n'est pas impossible, le chef d'entreprise peut avoir cette volonté, une motivation et un placement de son entreprise dans ce secteur, donc aucun problème. Mais toutes ne l'ont pas, ou ne le savent pas, d'avoir cette réflexion. Maintenant, on constate de la réglementation qui a permis d'inciter. Et en fait, depuis relativement peu de temps, c'est ce que tu as cité tout à l'heure, on a le TCO qui arrive. Ouais. Et on se rend compte que ça fait pas très longtemps, mais la première motivation des entreprises pour passer à l'électrique, ce n'est pas réglementaire, ce n'est pas la RSE, c'est un sujet économique. Bien sûr, ça touche au portefeuille. Ils se rendent compte que faire rouler les collaborateurs, avoir des véhicules de service en électrique, je fais énormément d'économies. Et donc, c'est ça qui est vraiment le fait déclencheur en fait, de cette mobilité électrique. Maintenant, il faut quand même mettre une petite bémol, c'est que la variabilité du TCO est très forte avec les capacités de recharge. Parce que s'il recharge uniquement sur des bornes ouvertes au public, en voirie, ou sur des parkings de supermarchés ou sur autoroute, là, le TCO, il sera un peu plus long. Il sera un peu plus compliqué à équilibrer. Et on se rend compte que certaines entreprises commencent à avoir une politique de recharge très directive qui est pour cadrer les coûts. Pour cadrer les coûts, voire même certains dire écoutez, je vous mets une carte pas multi-énergie, mais une carte de recharge. Par contre, vous n'allez pas vous recharger sur tel réseau qui est considéré comme trop cher. Vous pouvez vous recharger sur tel réseau partenaire parce qu'on a négocié des prix, ou vous rechargez uniquement chez vous. On va vous rembourser selon telle tarification, ou vous rechargez dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans le métier des gestionnaires de flotte, de donner cette politique de recharge aux collaborateurs. Une autre chose d'ailleurs que j'ai vu que c'est beaucoup plus développé ces dernières années que jamais auparavant dans les entreprises, c'est les petites formations éco-conduite. C'est d'avoir des petits ateliers de 1 heure, 2 heures, 3 heures sur comment gérer l'éco-conduite, ce qui permet effectivement, alors l'intérêt pour le collaborateur, là où ce n'est pas le coût, ça va être le fait de garder son autonomie plus longtemps et donc de réussir à rouler plus longtemps sans se recharger. Et l'intérêt pour l'entreprise, évidemment, il est économique. C'est que ils vont pouvoir faire rouler leur véhicule en payant peut-être un petit peu moins de recharge. J'aimerais bien avoir quelques idées aussi sur la partie poids lourd, véhicule utilitaire léger. On en a parlé rapidement des VUL. Justement, dans la vie d'un plombier qui roule quand même beaucoup, qui a un véhicule qui est quand même assez chargé, est-ce qu'ils réussissent à passer aussi ce cap? Si ce n'est pas encore le cas, c'est quoi les objectifs pour ces professions-là d'artisans qui se déplacent beaucoup? Alors, il n'y a pas que les artisans qui ont des véhicules. Ou le BTP d'ailleurs aussi. Je parlais tout à l'heure de car policy. On voit beaucoup d'entreprises qui ont des car policy 100% électriques pour les véhicules de service, 100% électriques pour les véhicules de fonction. Et en fait, pour les VUL, ils ne sont pas encore à 100% électriques. Pour les VUL, il y a encore une problématique de l'offre qui n'est pas complètement là, ou qui est là, mais qui ne répond pas à 100% des usages. Parce qu'un utilitaire léger, son autonomie peut être fortement impactée en fonction de la quantité de produits, de matériaux qu'il doit transporter. Le VUL, si en fonction de son gabarit, il faut aussi qu'il puisse se recharger. Si jamais c'est un L2H2, et que le collaborateur habite dans un résidentiel collectif, il aura peut-être du mal à rentrer son VUL de 2,20 m de haut dans son parking souterrain et de se recharger économiquement. Donc le sujet des VUL est vraiment important. On met en place des incitations également, des bonus différenciés, mais c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille encore et qui doit se déployer.
toi qui as bossé quand même sur le redressement productif, sur le fait de bien garder notre production industrielle en place, en France et aussi en Europe, finalement, il y a un gros sujet, c'est est-ce qu'on a vraiment bien joué le coup ? Typiquement pour la France, il y a un enjeu énorme au niveau énergétique de se dire c'est canon, on produit nous-mêmes quasiment 100% de notre électricité. Si on n'a que des véhicules électriques, on va s'acheter à nous-mêmes notre carburant plutôt que d'aller acheter du pétrole ailleurs. Ou est-ce qu'on a un grand risque d'avoir cassé notre industrie automobile, comme certains le disent, en faisant rentrer beaucoup de marques asiatiques en France qui peuvent porter préjudice à toute la filière automobile, équipementier, entretien, etc. Alors, je ne veux pas rentrer dans des débats d'opposition entre le ministre de l'Industrie et le ministre de l'Écologie en se disant est-ce que c'est bien d'avoir que des véhicules électriques asiatiques ou par rapport à notre industrie. Pas que, évidemment. Mais... Non, mais de toute façon, l'industrie automobile va, dans les prochaines années, elle a déjà commencé, subir une très grande transformation. Une transformation énorme. Moi, je ne veux pas opposer industrie et écologie. Il faut que les deux puissent avancer. Par contre, c'est vrai que la mobilité électrique, c'est un vrai sujet de souveraineté au niveau énergétique. Ouais. Et là, derrière, on attaque un autre volet qui est aussi intéressant, c'est qu'on a l'industrie automobile et l'énergie, l'électricité, où là, on a beaucoup plus de souveraineté avec une électricité au niveau en France qui est quand même décarbonée massivement, qui est peu chère. En fait, on n'a que des intérêts. Donc, c'est vraiment un volet... et je pense qu'il faut qu'on s'appuie vraiment sur cette mobilité électrique, qui est une source très forte dans notre plan d'électrification des années à venir, pour pouvoir favoriser notre souveraineté énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial et vers quoi on doit aller. Merci beaucoup, Claude. Une dernière chose, peut-être, on parle beaucoup de 2035. Est-ce qu'on est déjà prêt aujourd'hui en 2026 pour 2035 ? Et sinon, c'est quoi les 2-3 grands piliers sur lesquels il faut qu'on se renforce ou qu'il faut qu'on déploie maintenant pour vraiment réussir cette transition énergétique, non pas dans la douleur, mais dans une vraie réussite au sens emporté avec tout le monde, en fait, tout le pays, les acteurs économiques, les citoyens. Qu'est-ce qu'il faut encore faire ? C'est quoi le dernier effort ? Je ne dirais pas qu'il y a un dernier effort. Je pense que c'est encore un énorme effort continu qu'il faut faire sur tous les chantiers. C'est-à-dire qu'il faut encore que les constructeurs développent leur offre en termes de gamme, de produits, qu'on ait des véhicules massifiés, c'est-à-dire qu'on puisse réduire leurs coûts, on commence à arriver, mais des véhicules à moins de 20 000 euros, ça c'est intéressant. Il faudrait qu'on ait à soi moins de 20 000 euros sans aide, et pas forcément que des microcars, des véhicules, des vrais véhicules qui sont en capacité de traverser la France. Aujourd'hui, on a encore quelques véhicules, au bout de 2 heures d'autonomie, de route, j'entends, la recharge va durer 3/4 d'heure, 1 heure. Ouais. Donc si on repart pour 2h30 de route, 3/4 d'heure, 1 heure de... C'est un peu plus compliqué comme voyage. C'est compliqué. Mais à partir du moment où on arrive à un cycle où on fait ces 2h30 de route, 20 minutes de recharge, 2h30 de route, enfin que 20 minutes de recharge soient en capacité de reprendre l'autonomie pour faire 2h30 de route, ça c'est parfait. C'est gagné. Donc il faut qu'on arrive à ça. On y est sur certains véhicules, on y est presque sur beaucoup de véhicules. Réduire les coûts, bien évidemment. Faciliter l'intégration de la mobilité électrique dans le système électrique. Donc là, on a beaucoup de sujets encore à travailler, notamment sur le pilotage. Évitons de se recharger sur le pic de charge le soir. Donc favorisons les heures creuses. On a encore des sujets technologiques, typiquement avec le véhicule to grid ou véhicule to home, cette capacité de réinjecter l'énergie justement sur ce pic du soir. Ouais, d'utiliser en fait sa voiture comme un genre de batterie de pile qui va pouvoir envoyer de l'énergie dans la maison. Exactement, parce qu'on va voir que dans les prochaines années, et même à très court terme, les énergies renouvelables qui se déploient massivement vont nous mettre une variabilité sur l'aspect intermittent. D'accord. Et donc derrière, ça veut dire que les moments de production, on ne les choisira pas. Il faudra réussir à stocker cette énergie. Et les batteries des véhicules électriques, c'est une source de stockage. Alors, soit pour être réutilisé ultérieurement directement sur la mobilité, soit être réutilisé pour être réinjecté pour alimenter la maison. Ou même le réseau local. Voire le réseau national, local. Ouais. Merci beaucoup, Claude. Beaucoup de réussite dans tes missions. C'est incroyable de se dire qu'en seulement 6 ans, toi et d'autres et tous ensemble, on a quand même réussi
à faire en sorte que l'automobile électrique ne soit plus un sujet pour les originaux et que maintenant, tous autour de nous, on a 1, 2, 3 personnes qui sont passées à l'électrique, voir que ça marche. La route est encore assez longue, je pense, pour pas forcément convaincre, mais accompagner tout le monde dans ce sens-là. Donc bon courage, merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain épisode de Changement de vitesse. N'hésitez pas, abonnez-vous, continuez à nous suivre, partagez les épisodes et puis commentez pour nous donner aussi un petit peu la vision que vous avez non seulement de la mobilité électrique, mais aussi des autres sujets de la mobilité que vous aimeriez qu'on aborde ensemble et des autres invités que vous aimeriez qu'on reçoive. Merci Claude. Merci Yann.